Qu'est-ce qui lui arrive à la 2? Il faut faire chauffer l'appareil ou... Cette tentative de réforme, ça n'est pas la première. Hein. Il y en a eu plusieurs depuis 95. Moi, je regarde les choses un petit peu comme observateur du social. Ce serait mon premier positionnement. Et je m'interroge sur la nécessité d'une telle réforme quand je vois qu'il y a quand même des questions sociales 10 fois plus urgentes en France. Je pense que n'importe quel Parisien, puisque on est à Paris et que moi je suis parisien, qui se balade dans la rue, mais c'est pas seulement le cas. Je connais d'autres régions, enfin d'autres villes de France ou régions de France, se balade dans la rue et constate que la misère est absolument grandissante, qu'aujourd'hui on a des familles monoparentales avec des enfants qui vivent dans la rue, que la situation économique est très difficile pour les Français sur des questions aussi larges que celle du prix de l'énergie, mais aussi de l'accès à l'alimentation. Sur des produits de base, les prix explosent. Il y a vraiment des Français pour lesquels c'est extrêmement compliqué. On ne comprend pas que cette réforme des retraites, qui en fait ferme les horizons politiques, et au fond envoie comme signal de la part du gouvernement que le futur se ferme, puisse être posé là sans qu'il y ait eu par ailleurs aucune négociation réelle, parce que le point de clivage avec les syndicats, il est là. C'est-à-dire que depuis que le gouvernement a posé sur la table cette proposition de réforme des retraites, il n'y a eu aucun dialogue avec les organisations syndicales, même les organisations syndicales comme la CFDT, qui sont habituées à dialoguer avec ce gouvernement. On dirait la CGT, ce serait peut-être différent, mais là, c'est même pas le cas. Et donc, la situation de crispation, elle est là. C'est-à-dire qu'il y a un malentendu profond entre la société française et ce gouvernement qui en réalité représente une minorité. On peut pas dire que c'est une majorité. Ils n'ont pas été élus de manière majoritaire à l'Assemblée nationale. Ça, c'est d'ailleurs une des conséquences, je pense, de la crise des Gilets jaunes, c'est que en fait, la partition qu'on trouve à l'Assemblée nationale, elle reflète ce qu'a été le mouvement des Gilets jaunes dans sa phase majoritaire. Et que donc il y a une incapacité de la part de ce gouvernement, effectivement, en posant cette question de la réforme des retraites, à construire un dialogue avec l'ensemble de la société française. La deuxième chose, c'est que en fait cette réforme, elle est totalement inutile parce que ça a été dit par le président du Conseil d'orientation des retraites, mais aussi par d'autres. En réalité, les caisses de retraite aujourd'hui et dans l'avenir ne sont pas en déséquilibre. C'est-à-dire que les systèmes de retraite, on peut actuellement assurer leur devenir. Et donc, en fait, la question qui se pose, effectivement, c'est, puisque vous posez la question des dépenses de l'État, c'est quelle est la vision de l'État que porte ce gouvernement. C'est-à-dire qu'en fait, après avoir démantelé tous les services publics, tout ce qui faisait le lien social dans les zones rurales, mais c'est pas que ce gouvernement, c'est 30 ans de néolibéralisme en France, avec des gouvernements successifs, qu'ils soient socialistes ou de droite. Tout ce démantèlement, en fait, conduit aujourd'hui à démanteler le cœur. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a démantelé en fait tout ce qui était les services publics, etc., maintenant on s'attaque au cœur, c'est la question de l'État. Parce que dans le système républicain français, effectivement, l'État, c'est par là que passe la question de la redistribution des richesses, et c'est par là aussi que passait le traitement d'une relative égalité entre tous les Français. D'accord. Donc là actuellement, en fait, ce démantèlement de l'État se traduit aussi par une délégation une espèce de délégation de service public qui serait celle de l'État à des grands groupes, qu'on fait le scandale McKinsey, etc. Et donc effectivement, on voit bien que c'est le modèle continu en fait du premier mandat de Macron, celui de la Startup Nation, qui en fait gouverne aujourd'hui l'État. C'est-à-dire que l'État, au fond, c'est une coalition d'intérêts privés qui se sont emparés d'un certain nombre de petites mannes et qui jouent manifestement une espèce de petite redistribution entre eux. Et donc, si on revient à la question de la réforme des retraites, en fait, on se pose la question de quelle est l'utilité de cette réforme, sachant qu'effectivement,
les comptes à l'avenir sont à l'équilibre, et surtout qu'en fait, on pourrait profiter de cette réforme pour reposer un certain nombre de questions qui engageraient la France dans une position, enfin dans des réformes modernes et non pas rétrogrades. L'une d'entre elles, et qui est portée par un certain nombre de syndicats et de forces de gauche, c'est effectivement la question de l'égalité salariale entre les hommes et les femmes. Plus les femmes auront des salaires égaux à ceux des hommes, plus elles participeront aux cotisations sociales qui financent les caisses de retraite. Parce que bien souvent, elles ont des carrières plus courtes. Elles ont effectivement, la plupart du temps, eu à charge dans les familles de prendre en charge l'éducation des enfants, donc congé parental, la question du congé parental paternel. Ou du congé de paternité, c'est une question, en fait. Il y a des gens qui le font, mais ça reste quand même un phénomène très très minoritaire en France. Et ça impacte profondément les carrières des femmes. De surcroît, quand elles arrivent sur le marché de l'emploi, elles arrivent en général un peu plus tard, ou enfin assez souvent un peu plus tard, en fonction des niveaux de qualification. Mais elles commencent déjà avec un salaire qui est inférieur à celui des hommes, et donc elles se retrouvent à terme avec une durée de cotisation quand même qui est largement écourtée par rapport aux hommes. Donc, je veux dire, là, il y a quand même une mesure d'égalité à poser et à reprendre, et ça passe par la question du traitement salarial à égalité, quoi. Donc, sur le marché de l'emploi. Mais c'est pas que ça, c'est-à-dire que il y a aussi, moi, comme je suis un observateur du social et que j'ai travaillé avec beaucoup de groupes de gilets jaunes et donc rencontré des femmes en situation de grande précarité, il y a aussi des femmes qui sont dans des situations hors d'emploi, ou par exemple qui ont eu des congés de maternité qui n'ont pas été reconnus par les employeurs, d'accord, et qui, elles, n'ont absolument pas cette période qui sera prise en compte dans le calcul de leur retraite. Et c'est pas des phénomènes minoritaires. Donc, à un moment donné, pour faire une réforme des retraites, c'est aussi imposer un diagnostic social sur l'état de la société française, quoi. Et ça, manifestement, le gouvernement ne veut pas l'entendre, ou en tout cas ne veut pas le voir. Et je pense que c'est aussi ce qui crée cette situation de tension extrême autour de la réforme des retraites. Elle est certes inutile, mais en fait, elle cristallise, comme ça a été le cas au moment du mouvement des Gilets jaunes, l'ensemble des forces de la société française. La spécificité du mouvement des Gilets jaunes, c'est qu'en fait, ce qui a fait la force de novembre 2018, c'est que c'est devenu un mouvement intersectoriel et intercatégoriel. La réforme des retraites, elle a la capacité de produire ce type de mouvement, en fait, parce qu'elle est intersectorielle et elle est intercatégorielle. Et donc, elle concerne l'ensemble de la société française, qu'on soit dans des situations d'emploi, de retraite ou hors de l'emploi. Et ça, je pense que effectivement, le gouvernement a un petit peu de mal à le comprendre, quoi. Donc, en fait, il se retrouve dans une position minoritaire par rapport à sa population, et donc, partant de là, je pense que ça devrait quand même l'interroger à minima sur la nécessité d'un dialogue, ou à minima, on va dire plutôt, sur la nécessité d'un retrait, et à maxima, sur la nécessité du dialogue, voilà. Enfin, d'abord, l'espérance de vie, elle est pas la même pour selon qu'on est un ouvrier de la pétrochimie ou selon qu'on est un intellectuel qui travaille à l'université, quoi. On n'a pas exactement les mêmes conditions de travail, et ça n'a pas exactement le même impact sur la santé. Moi, par exemple, je connais beaucoup d'ouvriers qui travaillent comme ouvriers paysagers dans des jardins, par exemple au Luxembourg, ou dans les musées, etc. À partir de 40 ans, la moitié d'entre eux, ils ont quand même une sciatique dans le dos. Leur métier, c'est de prendre une bêche et de retourner la terre. Comment cette pénibilité elle est prise en compte? Que la question de la pénibilité, c'est pas seulement la question du démarrage de la carrière, c'est-à-dire que c'est pas seulement la question des ouvriers ou des travailleurs qui vont démarrer à 16 ans. C'est que il y a des secteurs d'activité où la pénibilité du travail, elle est beaucoup plus poussée. Elle est aussi, elle est poussée du fait de contraintes physiques parfois. La pénibilité du travail, elle peut aussi se définir par le fait que, à la différence de la génération de nos parents ou de nos aînés, les gens aujourd'hui n'ont plus une seule carrière tout au long de la vie. En fait, ils ont de multiples carrières avec des changements d'orientation professionnelle.
et donc ils exercent différents métiers qui ont différents impacts aussi sur leur capacité intellectuelle et corporelle, pour dire les choses de manière relativement basique. Et ça, c'est des choses qui normalement devraient pouvoir être prises en compte, hein. Ça veut dire que ces carrières hachées, en fait, elles vont largement aussi contribuer à faire en sorte que, au final, les gens auront des carrières beaucoup plus courtes et que le système de répartition, il pourra pas fonctionner et que donc ils seront obligés de faire appel à la capitalisation. Contrairement à ce que le gouvernement dit, il dit on a un système par répartition qu'on veut maintenir. Mais non, en réalité, les situations d'emploi sont tellement difficiles, et j'ai envie de dire dans tous les secteurs aujourd'hui. C'est-à-dire que même des métiers qui étaient et qui sont encore relativement privilégiés, comme le mien, celui d'enseignant-chercheur, sont devenus, à la différence de la génération précédente, des métiers parfois pénibles. Un chercheur aujourd'hui, c'est pas quelqu'un qui est dans son bureau ou sur son terrain et qui prend l'avion tous les jours. C'est quelqu'un qui, pour les 3/4 de son temps, passe son temps à gérer des projets, à avoir une situation de stress parce qu'il doit gérer des situations d'emploi pour les jeunes doctorants qui, eux, sont en situation précaire, etc., etc. Et en fait, ça engendre une pénibilité du métier. Cette pénibilité du métier, elle n'existait pas pour nos aînés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, je constate, hein, dans ma propre profession, qu'il y a des gens qui ont épousé ce métier par passion, ça a été mon cas, mais qui, en fait, du fait de la pénibilité, n'ont plus la passion du métier. C'est les 20 dernières années qui nous ont imposé le management de la recherche et de l'enseignement supérieur, grosso modo. Où, grosso modo, on s'est retrouvé avec des laboratoires où on a de moins en moins de gestionnaires de labos qui sont des ITA ou des ingénieurs de recherche, et donc à devoir prendre en charge, en tant que chercheur, des fonctions administratives qui étaient exercées auparavant par d'autres corps de métier dans nos institutions. Par ailleurs, puisqu'on parle des ITA et des ingénieurs de recherche, moi j'ai la chance d'être chercheur et d'être, j'ai envie de dire, relativement protégé, même si probablement si je vais travailler aux États-Unis ou dans d'autres pays, quand même en termes de salaire, ce serait un peu mieux. Mais le fait est que aujourd'hui, ces ITA et ces ingénieurs qui ont des niveaux de qualification moindres par rapport aux notes et donc des niveaux de salaire inférieurs ont exactement les carrières courtes que nous avons. Donc, grosso modo, un chercheur, il commence aujourd'hui, un chercheur qui est recruté au CNRS, il commence à 35 ans. D'accord? La durée de cotisation, elle est de combien? Donc, à quel âge on va terminer? À 75 ans? C'est ça la réalité. Après, je vais pas faire de notre situation, je vais pas pleurer sur notre situation parce qu'on n'est pas les plus exposés. De surcroît, quand on aime son métier, on a plutôt envie de continuer. Mais la réalité, c'est qu'il y a toute une série de gens dans l'univers de l'enseignement de l'ESR, l'enseignement supérieur et la recherche, qui sont associés à des fonctions support, donc qui soutiennent les laboratoires et qui bien souvent ont des carrières tout aussi courtes que les nôtres et qui eux aussi seront obligés de capitaliser avec des salaires qui sont moindres. Et puis il y a une autre configuration, c'est la génération d'après, c'est-à-dire les jeunes qui sont recrutés depuis une dizaine d'années maintenant et qui sont dans des situations d'emploi précaires, de post-doctorants, qui cumulent ces situations de post-doctorat, c'est-à-dire que ils ont des carrières du coup hachées tout au long de leur vie. Aujourd'hui, on a des gens qui ont 50 ans, d'accord, dans nos institutions, et qui n'ont eu que des carrières de post-doc et qui enchaînent les post-doc, voilà, sans aucun horizon. Et donc, qu'advient-il, enfin pour ces catégories de personnel. Donc voilà, donc en fait, je prends cet exemple de l'enseignement supérieur pour dire et c'est d'ailleurs encore une fois une des raisons pour lesquelles un certain nombre de personnels de l'ESR ont rejoint les Gilets jaunes. C'est-à-dire qu'en fait, on a compris quand il y a eu le mouvement de novembre 2018 que, y compris toutes ces franges catégorielles qui sont liées à l'enseignement supérieur subissaient exactement le même processus de déclassement des professions que que le reste de la société, alors qu'on pensait être dans des positions relativement privilégiées, quoi. Voilà. C'est pas pour défendre des positions privilégiées, mais c'est pour dire effectivement qu'il y a un grand déclassement qui a été organisé savamment dans la société française et qui donc justifie aujourd'hui on ait des mobilisations intersectorielles et intercatégorielles qui marchent. Voilà.
et sur des thématiques qui du coup rassemblent. Et ça a été le cas des Gilets jaunes en 2018, c'est le cas des retraites aujourd'hui. Il y en aura peut-être d'autres demain.